Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. On le sait, on le dit souvent ici, la transition est un défi toujours complexe. Mais que n'a-t-on entendu avant l'été et en particulier tout au long de la campagne électorale des européennes sur ce maillon essentiel de la décarbonation que sont les voitures électriques? Elles seraient trop chères pour les foyers les plus modestes, leur usage serait compliqué, la transition électrique menacerait l'industrie européenne, une attaque en règle alors que les voitures chinoises arrivent en force sur le marché européen, au point que certains n'hésitent pas à remettre en cause le cap qui avait été fixé au sein de l'Union européenne, l'interdiction de la vente des voitures neuves à moteur thermique en 2035. Comment réussir cette transition en la rendant accessible à tous et sans nuire à la compétitivité des industries automobiles? C'est l'équation que l'on soumet aujourd'hui à Jean-Philippe Hermine, chercheur à l'IDRI et directeur de l'Institut Mobilité en Transition. C'est parti. Bonjour Jean-Philippe Hermine. Bonjour Sophie. Revenons d'abord sur ce contexte, cette tendance au bashing de la voiture électrique. Pendant la campagne électorale du printemps, on a pu avoir l'impression que le pour ou contre l'Europe s'était transformé en pour ou contre le Green Deal, puis pour ou contre la voiture électrique. C'est tout à fait exact. La voiture électrique a pris cher pendant cette campagne et on a réellement assisté à un basculement, je dirais, d'un débat où on avait identifié un certain nombre de difficultés qui étaient pointées du doigt, qui étaient discutées et sur lesquelles on travaille, les pouvoirs publics, la Commission européenne, etc. Naturellement, ont des leviers pour résoudre ces questions, on y reviendra. Mais on a bien assisté, effectivement, pendant cette campagne, à une transformation du débat vers quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus polémiste. Et finalement, le véhicule électrique est devenu quelque part un marqueur politique. Et c'est une difficulté, naturellement, dans la gestion de ce dossier, puisque depuis cette campagne, on assiste bien, effectivement, à une polarisation, en quelque sorte, du débat entre les pros et les contre le véhicule électrique. Et derrière, vous avez raison, c'est bien l'Europe qui est visée et pas nécessairement le véhicule électrique directement. Donc c'est ce qui s'appelle une instrumentalisation. Alors on espère toujours, dans ce genre de cas de figure, que la polémique cesse une fois que les scrutins sont passés. Mais en l'occurrence, en Europe comme en France, l'horizon ne s'éclaircit pas beaucoup, c'est même assez flou. Vous avez raison, puisque ce contexte de campagne se poursuit maintenant avec un contexte, disons, de politique des institutions qui sont beaucoup moins, disons, claires dans leur position, avec des alliances et des coalitions qui se forment et qui pourraient basculer d'un côté ou l'autre, finalement, sachant qu'un sujet de ce type peut être un sujet d'alliance, par exemple, entre le PPE au niveau européen et l'extrême droite, aux dépens de la coalition traditionnelle qui était celle du PPE, sociodémocrate et écologiste précédente, qui préexiste aussi. Donc, en fait, on est dans un flou plutôt que dans une situation différente en termes d'objectifs au niveau de la Commission et des institutions européennes. Néanmoins, on voit que la composante politique de la question, suite aux différentes élections nationales et européennes, va devenir importante. La mobilité électrique, pain béni pour le populisme, en quelque sorte. Plus que jamais, donc, c'est le bon moment pour être pédagogue et pour déconstruire quelques idées reçues. Tout à fait, il faut être pédagogue, c'est important. Et d'abord rappeler pourquoi on fait cela. Pourquoi est-ce que la trajectoire vers l'électrification est quasiment la seule solution qui s'offre à nous pour sortir des énergies fossiles et donc régler un gros problème d'émissions de CO2 et donc du climat. L'électrique, c'est la solution la moins chère et la plus performante pour décarboner la mobilité routière. Il y a bien des alternatives qui sont le biogaz, les aérocarburants ou l'hydrogène. Elles sont réelles, mais elles sont limitées en termes capacitaires, en termes de prix, et elles ne vont s'appliquer simplement que pour des niches qui sont plus difficiles à électrifier, telles que le transport routier longue distance ou l'aviation, par exemple. Donc ces alternatives, il va falloir les flécher vers ce qui est nécessaire, et le transport de personnes, les voitures en particulier, particulières, les véhicules utilitaires, eux, vont s'électrifier de manière extrêmement massive. Il n'y a pas d'alternative à cela. L'industrie est prête. L'industrie a investi, les modèles sont là.
Pas seulement en Europe, on l'a vu, aux États-Unis, en Chine aussi, avec la Chine qui a des surcapacités qu'elle tente d'écouler en Europe. C'est un vrai sujet, mais ce n'est pas en freinant qu'on va rattraper notre retard au niveau européen vis-à-vis de nos concurrents non européens, naturellement. Donc le risque de procrastination, si on diminue nos ambitions, il est là, il est réel, et c'est absolument pas la bonne solution vers laquelle il faut se diriger. Et puis, il faut rappeler aussi que le prix des véhicules, qui est un argument qui est mis en avant régulièrement, ce prix des véhicules électriques, il a tendance à diminuer et très rapidement. À la faveur de la diminution du prix de la technologie, avec de nouvelles chimies de batterie, ça c'est réel, et puis à la faveur aussi d'un déplacement de l'offre vers des véhicules plus petits. Il faut bien comprendre qu'au départ, lorsqu'on a démarré cette transition technologique, les constructeurs ont proposé une offre qui était très déportée sur des gros véhicules, des SUV par exemple, etc. Et effectivement, on avait l'impression que le véhicule électrique ou l'offre électrique était extrêmement chère par rapport à l'offre thermique. On a maintenant toute une série de véhicules, C3, R5 qui arrivent, etc., qui viennent finalement rééquilibrer cet enjeu. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le prix d'usage, lorsqu'on cumule l'achat plus le coût de l'électricité, est tout à fait intéressant avec l'électrique par rapport aux véhicules thermiques lorsque les carburants sont à un prix assez élevé, ce qui a été le cas ces dernières années. Donc voilà, être pédagogique, c'est quand même remettre l'église au centre du village et rappeler pourquoi on fait ça, pour le climat, qu'il n'y a pas énormément d'alternatives, que prendre son temps ou retarder les échéances, c'est se mettre en risque de compétitivité pour notre propre industrie. Voilà, tout ça, c'est important de se le dire. C'est aussi reconnaître les difficultés que de pouvoir avancer. Vous avez évoqué en creux la concurrence de la Chine, il y a aussi la tension sur les matériaux critiques. L'Europe a les moyens de répondre à ces difficultés aujourd'hui ? Alors, c'est important, ces deux sujets, la question industrielle, la question aussi de l'approvisionnement en matières premières pour la production des batteries, c'est ça les métaux critiques, le cobalt, le nickel, etc., le lithium. C'est un enjeu pour l'Europe réel, mais qui nécessite qu'on y travaille. Et pour ça, il faut vraiment documenter notre situation, documenter aussi les leviers qui sont à notre disposition, des leviers par exemple de sobriété, des leviers d'efficience ressources, d'efficience énergétique pour pouvoir avoir une demande, une nécessité, un besoin en métaux critiques, en énergie qui soit le plus limité possible avec notre futur parc électrique. Et tout ça demande du travail, demande qu'on débatte. Et la difficulté qu'on a actuellement, c'est effectivement que dès que ces difficultés sont mises sur la table aujourd'hui, eh bien, les partis qui sont très polarisés sur cette question s'en saisissent et exagèrent souvent un certain nombre de ces difficultés. Parce que c'est vrai, l'Europe a des moyens de régler ces difficultés ou d'avancer. Développer une économie circulaire, le recyclage sur les batteries en est un, par exemple. Mettre des droits de douane aux véhicules chinois, on voit bien que l'Europe a osé le faire récemment. C'est le début d'une négociation sur ces enjeux. Les États-Unis ont été beaucoup plus radicaux que nous en matière de droits de douane et ont carrément interdit l'entrée des véhicules chinois sur le marché. La France a pris des initiatives avec le score environnemental, le bonus environnemental qui conditionne le bonus pour les véhicules électriques. Voilà, c'est toute une série de mesures qui visent, par exemple, à valoriser le fait qu'en Europe, lorsqu'on produit des véhicules, eh bien, l'empreinte carbone de la production, qui est un enjeu autour de la batterie, par exemple, eh bien, cette empreinte carbone est beaucoup plus favorable que dans des pays où on n'a pas les mêmes accès aux énergies renouvelables, aux énergies décarbonées. Donc voilà, tout ça, il faut le mettre en évidence, le mettre en avant dans nos dispositifs réglementaires, dans nos dispositifs fiscaux, dans nos dispositifs d'aide aux entreprises, par exemple. Et voilà, donc on a bien le moyen de gérer cette question-là. Encore une fois, faut-il poser le problème calmement, avec sérénité, et engager le débat, y compris la discussion avec les Chinois, par exemple, sur nos ambitions, nos besoins, nos problèmes, et notre envie de travailler sur des outillages tels que le score environnemental. Et alors, pour convaincre et sortir de la polémique, il est nécessaire aussi de s'occuper de tous ceux qui sont impactés. Il y a les particuliers, il y a les entreprises, il y a les constructeurs. C'est vrai, tout ce que je viens de vous raconter, finalement, est relativement technocratique. Les métaux critiques, les enjeux industriels, la situation de la Chine par rapport à l'Europe et les moyens qu'on a. Bon, tout ça n'est pas là pour convaincre les particuliers qu'on est dans la bonne direction et que leur contribution
où leur capacité de s'impliquer dans cette transition va bien être maintenue et qu'on va être attentif aux situations individuelles, aux situations des plus fragiles, aux situations des classes moyennes qui s'approvisionnent en véhicules d'occasion et qui ont besoin aussi d'avoir des véhicules abordables, et puis les difficultés des constructeurs qui ont délocalisé beaucoup dans les années passées, d'ores et déjà, alors qu'on faisait du thermique, mais qui, peut-être, avec l'électrique, peuvent retrouver des opportunités de relocaliser une partie de la valeur ajoutée en Europe. Les solutions qu'il faut cibler, quelles sont-elles ? J'ai parlé des différentes cibles. Il faut envisager les situations des plus fragiles, naturellement, et c'est ce qui a été fait avec un outil du type leasing social, qui vise par exemple à trouver des solutions pour des ménages qui sont très contraints, mais qui peuvent être, par exemple, exposés à la mise en place des ZFE, puisque c'est le cas en France dans certaines agglomérations. Là, ce dispositif, je ne vais pas le rappeler dans le détail, mais il vise vraiment à apporter des solutions qui sont meilleures pour le budget de ces ménages-là par rapport aux véhicules thermiques d'occasion qu'ils ont l'habitude finalement d'acquérir et de conduire. Donc il faut l'élargir, Il faut l'élargir. C'est un dispositif qui a rencontré un très gros succès et qui est maintenant regardé à l'échelle européenne comme étant une solution à répandre dans d'autres pays. Donc là, on a été innovant et c'est très heureux. Il y a beaucoup à faire encore sur ce dispositif. Deuxièmement, il faut s'occuper des classes moyennes. Alors là, je ne parle pas des plus fragiles avec des dispositifs qui, finalement, sont assez coûteux. Les classes moyennes, ce dont elles ont besoin, c'est qu'on crée, finalement, qu'on donne les conditions pour que le marché de l'occasion demain de l'électrique soit abordable pour eux. Et ça veut dire que, quelque part, il faut que les véhicules d'occasion électriques qui apparaissent sur le marché ne soient pas des très gros véhicules, finalement très chers, comme ça a été le cas au début. On pousse, nous, très fortement pour qu'on active le levier des flottes d'entreprises qui représentent finalement 50% des acquisitions de véhicules neufs en France et de leur même ordre de grandeur en Europe. Ce qu'on souhaite, c'est que ces flottes d'entreprises, finalement, s'électrifient plus rapidement que les flottes de particuliers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et l'inverse en France. Et d'autre part, que ces flottes choisissent des véhicules qui soient utiles pour les ménages après, puisque ces véhicules ont vocation à devenir les véhicules d'occasion. Ça créera un marché de l'occasion de véhicules de taille raisonnable. Voilà. Alors, donc, il y a des projets de loi qui sont sur la table en France. La dissolution a retardé la mise en œuvre de ce projet de loi et c'est tout à fait dommage. Mais cette proposition de loi en France fait des petits et l'Europe est en train de réfléchir à étendre ces dispositifs à l'échelle européenne. Et puis, on en a parlé, il faut s'occuper des constructeurs aussi. On a évoqué la question des droits de douane. Nous pensons que c'est intéressant d'activer dans un dialogue avec la Chine ce type d'outils, mais nous considérons que c'est juste des outils un petit peu de protection défensive qui ne créent pas réellement de dynamique industrielle en Europe. Il faut aller plus loin que ça et vraiment, je le disais, valoriser le fait que la production française, la production européenne présente un bilan environnemental qui est nettement supérieur et accoler ces outils de labellisation, de quantification du bilan environnemental au dispositif fiscal, au dispositif d'aide, au dispositif de verdissement des flottes d'entreprises dont je parlais précédemment. On travaille dans cette direction-là. Quand je dis « on », c'est la France qui a été précurseur, c'est la Commission européenne qui, à travers de nouvelles règlements sur les batteries, par exemple, à développer des outils qui définissent l'empreinte carbone et qui permettent de la connaître véhicule par véhicule. Donc vous voyez, on a finalement un travail à faire. Il faut être exhaustif dans les problèmes, il faut être clair dans les objectifs, et puis il faut être un peu serein dans notre capacité à définir et à débattre des bons outils qui vont générer de l'équité, qui vont générer du dynamisme et qui vont générer de la compétitivité de notre industrie européenne. On a tous les moyens de le faire. Il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hermine, pour ces réflexions, ces mises au point, ces propositions constructives remises au cœur du débat. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Cap sur la transition sur le site de l'IDRI, I2DRI, ou sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici, on garde le cap.